L'hiver avait conquis la ville bien avant que les premiers flocons ne touchent le sol. Tout semblait s'être figé sous un voile de glace. Les trottoirs craquaient de givre, les réverbères soufflaient une lumière pâle sur des rues désertes, et même les pas des rares passants se faisaient discrets, comme s'ils redoutaient d'ébranler le silence fragile de cette saison implacable. Sous un vieux pont de pierre qui enjambait une rivière gelée, une petite famille avait construit son monde avec les restes que d'autres avaient rejetés. Thomas, le père, était un homme aux mains autrefois puissantes, façonné par des années de travail manuel. Aujourd'hui, ses mêmes mains tremblaient de froid, incapables de trouver un outil, un salaire ou un foyer stable. Tout près de lui, emmitouflé dans une couverture usée, Grace tentait de protéger Léo, leur fils de 8 ans, d'une bise qui s'infiltrait partout. Léo avait l'âge des jeux et des rires, pourtant ses yeux brillaient d'une maturité douloureuse. Il connaissait déjà le goût du manque, la morsure de la faim, et la lourdeur d'un avenir incertain. Depuis presque 2 mois, leur vie se déroulait sous ce pont, à l'abri relatif d'un monde qui n'avait plus de place pour eux. Les refuges affichés complets, les files pour obtenir un repas s'éternisaient, et les nuits se faisaient plus cruelles à chaque nouvelle lune. Thomas avait remis en état un vieux réchaud de camping récupéré derrière la gare routière, parmi des objets brisés que personne ne voulait. Les jours favorables, il parvenait à réchauffer une boîte de soupe. Les mauvais jours, ils se contentaient d'approcher leur petite casserole d'une simple flamme de bougie, en appelant cela le dîner. Grace ne se plaignait jamais. Elle affichait un sourire courageux, même lorsque ses lèvres se fendaient sous l'assaut du froid. Elle racontait, avec une douceur intacte, des histoires d'été heureux, des rives d'un lac aux eaux tièdes, et du chant des grillons qui jadis les berçaient à la fin des longues journées de soleil. Léo écoutait ces récits comme on garde en soi une lumière, fragile mais essentielle. De sa vie d'avant, il ne retenait que des éclats. Les couleurs vives d'une chambre d'enfant, l'odeur du sirop doré sur les pancakes du dimanche, et le fredonnement tendre de sa mère pendant que son père martelait des clous dans un meuble solide. La sécurité. La chaleur. La normalité. Désormais, tout n'était plus que blanc et gris, un monde où le béton et la neige semblaient se confondre. Léo cherchait la beauté dans les petites choses. Il ramassait des capsules métalliques, des fragments de verre polis par le temps, des trésors que la neige cachait comme une gardienne avare. Un matin, alors que Thomas partait fouiller les ruelles pour trouver du bois et que Grace réorganisait leurs quelques affaires, Léo s'aventura près de la berge gelée. Là où personne ne marchait, la neige restait immaculée, profonde, comme une mer silencieuse. Ses bottes s'y enfonçaient en produisant un craquement feutré, tel du sucre que l'on brise. Un éclat attira soudain son regard, juste au bord de la glace. Une petite forme métallique dépassait, prisonnière d'un voile translucide. Léo s'accroupit, repoussa la neige du bout des doigts et en extirpa une clé. Elle était lourde, traditionnelle, probablement très ancienne. Le métal avait rouillé, mais sa forme demeurait remarquable. Le manche était décoré d'arabesques évoquant des branches de lierre, et sur l'une des faces se laissaient deviner des lettres presque effacées par le temps. Léo la fit tourner dans sa paume gantée, la sensation glaciale s'éveillant contre sa peau, lui donnant un frisson qui n'était pas seulement dû au froid. Cette clé semblait importante. Elle appartenait sans doute à quelque chose de précieux, peut-être même encore caché quelque part, attendant que l'on vienne le découvrir. Lorsqu'il revint vers leur sac et couverture, il brandit son trésor avec une fierté enfantine. « Regarde ce que j'ai trouvé », lança-t-il. Thomas leva les yeux du réchaud, plissant le regard. « Une clé ?» Léo hocha la tête. Grace sourit faiblement. « Peut-être qu'elle ouvre un coffre rempli d'or. » Thomas rit doucement. Ou la boîte à outils rouillée d'un vieux bricoleur. Il prit la clé, la tourna et son sourire s'effaça. Tout en haut, un symbole avait été gravé, un petit pain encerclé. Il eut un mouvement de recul, comme si sa mémoire venait de remonter à la surface. « J'ai déjà vu ça quelque part », murmura-t-il. « Dans les bois, à l'extérieur de la ville. » Grace eut un regard inquiet. « C'est loin, Tom. » Il acquiesça lentement. « Je sais. » Pourtant, quelque chose avait changé dans son expression. Cette nuit-là, le vent mugissait en rafale sous le pont, comme une bête grondante. La neige tombait en rideaux silencieux. Thomas resta éveillé longtemps, le regard fixé sur le béton sombre au-dessus d'eux. Il pensait à cette clé qui s'était offerte à son fils comme un signe. Elle n'avait pas été perdue. Elle avait été trouvée. Au matin, il rassembla le peu qu'il possédait. La couverture élimée. La casserole. Une moitié de miche de pain enveloppée de papier.
Grace le scruta, inquiète. Où allons-nous? Il serra la clé dans son poing. Là où elle doit nous mener. Elle ne posa pas d'autres questions. Le ton de son mari avait retrouvé une assurance rare, une direction dans un monde qui n'en avait plus. Ils remontèrent la rivière, marchant vers le nord. Derrière eux, les immeubles et le bruit de la ville disparurent peu à peu, remplacés par le silence des pins vêtus de givre. Léo avançait entre ses parents, la clé suspendue à un ruban autour de son cou, semblable à un talisman ou à une boussole invisible. Vers midi, le soleil transperça un instant la voûte nuageuse, habillant la forêt d'une lumière pâle et dorée. Ils croisèrent une voie ferrée abandonnée, puis empruntèrent un sentier étroit serpentant entre les troncs. Thomas ressentait au fond de sa poitrine un élan inattendu. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore. Plutôt l'écho lointain d'une possibilité. À chaque pas, la neige battait sous leurs chaussures comme un cœur qui reprend vie. Au milieu de l'après-midi, ils arrivèrent dans une clairière. Une petite maison s'y dressait, blottie au pied des conifères. Son toit croulait sous un épais manteau neigeux, une clôture branlante encerclait le périmètre, et la cheminée portait encore la trace sombre de fumées anciennes, bien que plus aucune chaleur n'en jaillisse. Thomas s'arrêta net, son souffle formant un nuage. « Je connais cet endroit, dit-il dans un souffle. Je l'ai aidé à le construire, autrefois. J'étais jeune. L'homme qui l'avait commandé me répétait qu'il ne la vendrait jamais. » Grace fixa la porte, hésitant entre crainte et désir. « Tu crois que… » Thomas prit la clé des mains de Léo sans répondre. Il s'approcha de la serrure, marquée par la rouille et les intempéries. Il glissa la clé. Elle entra parfaitement. Un déclic retentit, clair, presque solennel, résonnant à travers les arbres comme un souvenir revenu à sa place. La porte s'ouvrit sur une odeur légère de bois ancien et de poussière. Une fraîcheur bien réelle, mais pas celle de l'abandon complet. Plutôt latente. La patience. L'intérieur était simple. Un sol en planche, un vaste foyer en pierre, quelques étagères envahies de toiles d'araignée. La lumière filtrait à travers des volets mal ajustés, dessinant des rayons pâles sur les murs. Pour ceux qui venaient du néant glacé d'un pont urbain, cette maison avait la grandeur d'une cathédrale. Grace entra d'abord, la main posée contre sa poitrine comme pour en contenir le tressaillement. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Léo courut vers la cheminée, fouillant les cendres avec ses doigts engourdis. « Papa, on peut faire du feu. » Thomas sourit, un vrai sourire, le premier depuis des semaines. « Oui. Je crois bien que oui. » Il récupéra des bûches entassées dans un coin. Vieilles, fendues, mais suffisamment sèches. Quand les flammes s'élevèrent, dansant sur les pierres, une chaleur douce se propagea peu à peu dans la pièce. Ce n'était pas seulement le feu qui réchauffait. C'était la sensation d'exister à nouveau quelque part. D'être accueilli. La maison était modeste. Une seule grande pièce, suivie d'une petite cuisine à peine séparée. Un escalier étroit menait à une mezzanine minuscule où pourrait tenir un matelas. Sur une table branlante se trouvait une boîte en métal contenant quelques clous, des bougies, et une lettre repliée, jaunie par le temps. Grace l'ouvrit avec soin. « Si tu as besoin d'un refuge, cette maison te gardera au chaud. Du bois t'attend dans l'abri. De la nourriture est dissimulée sous le plancher. Lorsque tu partiras, prépare-la pour la prochaine âme perdue. » Signé, Gilles Thomas. Thomas ferma les yeux. C'était son nom. L'homme à qui appartenait cette maison. Léo, curieux, examina les lattes du sol et en dénicha une qui bougeait. Il la souleva. En dessous reposait un petit coffre en bois comprenant des bocaux de haricots, une boîte d'allumettes, et 2 couvertures roulées, encore odorantes de cèdre. Grace éclata en sanglots, des larmes chaudes de soulagement qui coulaient sans retenue. « C'est comme s'il savait que nous viendrions, dit-elle. » Thomas posa une main sur son épaule. Peut-être qu'il savait seulement que quelqu'un viendrait un jour. Le reste de l'après-midi fut consacré à remettre de l'ordre. Ils balayèrent la poussière, rangèrent le bois près du foyer, fermèrent les volets contre la tempête qui se levait. Depuis les fenêtres, le monde paraissait hostile, mais à l'intérieur de cette petite maison, le temps semblait avoir accepté de suspendre sa cruauté. Lorsque le soleil s'effaça derrière les pins, seul le feu éclairait la pièce. Ses reflets orange dansaient sur les murs, transformant chaque fissure en histoire et chaque imperfection en promesse. Ce soir-là, ils mangèrent des haricots réchauffés dans une casserole. Ils burent de l'eau issue de la neige fondue. Pourtant,
Ce repas avait la saveur du festin. La flamme faisait scintiller dans les yeux de Léo quelque chose qui ressemblait de près à l'enfance retrouvée. Thomas observa sa famille et sentit un poids quitter ses épaules. Ce n'était pas simplement une cabane dans les bois. C'était un refuge pour leur dignité, un lieu offert par un inconnu qui avait voulu transmettre la chaleur qu'il avait eu la chance de posséder. Ils se couchèrent près de la cheminée, levés dans les couvertures découvertes sous le plancher. Dehors, la neige continuait de tomber, épaisse et silencieuse. Le vent frappait les murs, mais n'atteignait plus leurs os. La nuit les enveloppa d'une obscurité douce, et pour la première fois depuis longtemps, ils s'endormirent sans peur. Dans les flammes mourantes, la clé reposait sur la table, irradiant une lueur discrète. Une clé pour ouvrir une porte. Une clé pour raviver un espoir. Une clé pour prouver qu'au cœur de l'hiver le plus dur, il existe encore des endroits où les âmes peuvent se réchauffer. Cette maison, ils le savaient désormais, n'était pas seulement un abri pour la nuit. Elle était une invitation à recommencer. Une promesse de renaissance. La neige tombait en silence, fine et constante, scellant le monde dans une blancheur ouatée. Grace s'assit près de la fenêtre, observant les flocons qui glissaient contre la vitre comme des visiteurs timides. Dans le petit refuge de bois, l'air était tiède, parfumé de fumée et de sapins brûlés. Thomas, lui, inspectait chaque poutre et chaque marque laissée par celui qui avait construit cet endroit. Ses doigts effleuraient le bois comme s'il cherchait à y lire une histoire gravée dans les fibres. « C'est étrange, murmura-t-il. J'ai travaillé ici avec lui. Il disait qu'il voulait que cette maison lui survive. » Léo, encore ensommeillé, hocha la tête. « Elle a tenu, papa. Elle est encore là. » Un sourire discret éclaira le visage fatigué de Thomas. « Oui, elle a tenu. » Il s'étendit près du feu, laissant la chaleur vibrer doucement à travers les planches du sol, jusque dans ses os encore glacés de souvenirs douloureux. Dehors, la tempête s'intensifiait, mais la neige ne semblait plus hostile. Elle ne voulait plus chasser ni glacer, simplement veiller. Les jours passèrent, réglés par les tâches modestes mais vitales. Grace frottait les comptoirs avec de l'eau de neige fondue mêlée à un peu de cendre, et elle chantonnait en travaillant, comme si chaque note contribuait à purifier le lieu des peurs accumulées. Thomas réparait ce qu'il pouvait, une charnière de porte tordue, un loquet brinque-ballant, un carreau mal fixé. Léo collectionnait des pommes de pin qu'il appelait ses trésors, puis les alignait en armée patiente sur l'étagère. Chaque matin, il se réveillait au crépitement doux du feu et au souffle du vent qui glissait entre les planches des murs. Ce n'était pas le confort tel que d'autres l'imaginent, mais c'était quelque chose de plus vrai, un abri, une flamme, une trace tangible de la bonté d'un inconnu qui, par son travail, avait laissé un peu de chaleur au monde. Au 5e jour, Thomas sortit jusqu'à la lisière de la clairière. Le soleil avait percé les nuages et faisait briller les arbres comme du verre soufflé. Il repensa au pont, au béton gris, au sol glacé, aux voitures qui passaient sans s'arrêter. Il comprit que la distance entre la misère et la miséricorde pouvait parfois se compter en quelques pas, ou dans le simple geste de tourner une clé. Quand il revint, il découvrit Léo penché sur une planche, un petit couteau trouvé dans un tiroir à la main. « Qu'est-ce que tu fabriques » demanda Thomas. Le garçon leva fièrement la tête, une enseigne. Le soir venu, elle était terminée. Les lettres étaient maladroites, mais le message rayonnait de sincérité, pour ceux qui se demandent. Ils la fixèrent au-dessus de la porte. Grace effleura le bois du bout des doigts. C'est parfait. Au matin, ils déposèrent un nouveau message à côté de celui qu'ils avaient découvert à leur arrivée. L'écriture était simple. Cette maison nous a sauvés. Si tu la trouves, qu'elle te sauve aussi. Laisse de la chaleur pour celui qui viendra après toi. Les marcheurs. La note originale et la nouvelle reposaient côte à côte, comme deux générations qui se saluent au passage, se transmettant un héritage invisible. À mesure que les jours rallongeaient, ils commencèrent à rêver un peu plus loin. Rester jusqu'à la fin de l'hiver. Réparer le toit au printemps. Planter quelque chose derrière la cabane. Grace souriait plus souvent, sa voix redevenait musique tandis qu'elle cuisinait. Léo construisait des forts de neige qu'il proclamait royaume. Parfois, Thomas les observait et se surprenait à penser qu'ils ne survivaient plus seulement. Ils vivaient. Tout cela grâce à une clé tombée au bon endroit, le jour le plus froid de leur vie. Un soir, Thomas décrocha la clé du clou où elle pendait. Il la tourna longuement dans sa paume, elle ne semblait plus glacée. Il pensa à JT, l'homme qui avait construit cette maison. Avait-il un jour imaginé l'ampleur de son geste ?
Peut-être avait-il laissé cette cabane à quiconque chercherait une preuve que la gentillesse ne disparaît pas. Elle attend simplement d'être trouvée. Thomas se fit une promesse, lorsque le printemps reviendrait, ils offriraient la même chance à quelqu'un d'autre. Ils rendraient la chaleur au monde. Cette nuit-là, tandis que la neige recommençait à tomber en silence, Léo murmura « Maman, tu crois que l'homme qui a construit cette maison était seul ?» Grace eut un sourire doux. Peut-être qu'il l'a été. Mais plus maintenant. Thomas fixait les flammes, attentif à leur respiration rougeoyante. « Il est encore là, répondit-il. Dans chaque étincelle. » Le feu s'éleva, dansant comme une joie retrouvée, et le chalet sembla s'en remplir entièrement. Dehors, la neige reflétait la lune avec un éclat apaisé. Pour la première fois depuis des mois, ils s'endormirent sans crainte, bercés par la mémoire d'une bonté discrète. L'aube s'installa doucement. Thomas sortit, tenant la clé serrée dans sa main. L'enseigne cliquetait légèrement dans la brise. Il glissa la clé dans sa poche, regarda le ciel et murmura « Merci ». Derrière lui, Grace et Léo apparaissaient dans l'encadrement de la porte, leur silhouette baignée par la lumière du feu. La cabane tenait bon, un miracle en bois dressé contre un monde trop souvent froid. Quelque part, loin dans la ville, sous un autre pont, quelqu'un attendait encore son signe, sa clé, la preuve que le monde conserve quelques îlots de chaleur. Les semaines passèrent. La cabane apprit leurs gestes et ils apprirent sa voix. Le feu réclamait du bois par un crépitement impatient. La porte soupirait dans les rafales jusqu'à ce que Thomas glisse un morceau de feutre dans la fente. Le toit protestait doucement lorsque la neige glissait de sa colonne vertébrale. Le foyer n'était plus refuge seulement, il devenait foyer au sens le plus intime. La vie s'y tissait en petits rituels. Grace se déplaçait dans la pièce comme un rayon de soleil, essuyant les étagères avec une eau légèrement chaude, fredonnant pour chasser les ombres. Léo s'appropriait chaque recoin, la lucarne du grenier, parfaite pour observer les cerfs, la marche près de la cheminée où il alignait ses pommes de pin par taille, comme de jeunes soldats en parade. Le dehors portait un manteau d'argent silencieux. Le dedans se réduisait à la chaleur, aux corvées, aux longues soirées lentes où le temps cessait parfois de mordre. La nourriture était modeste. Des haricots, du pain tiré d'un sac de farine presque têtu, des ragoûts étirés par la neige fondue et beaucoup de patience. Thomas enseignait à Léo comment compter les bocaux non pas par jour, mais par semaine. L'espoir se préserve mieux lorsqu'il s'étale dans le temps. Grace notait des listes au crayon sur du papier brun, puis les barrait d'un geste décidé, comme si chaque trait était une victoire contre l'hiver. Les tempêtes devenaient plus rares, mais plus féroces. L'une d'elles frappa jusqu'à l'aube, le vent secouait les murs, la neige s'entassait contre la porte, des éclats de glace crissaient aux vitres. À la première clarté, Thomas dégagea l'entrée, les joues brûlées par le froid, tandis que Grace glissait des pierres chauffées dans ses chaussettes pour réchauffer ses pieds. De petits gestes, mais essentiels. C'était ainsi que leurs journées se cousaient l'une à l'autre, en points discrets mais solides. Un soir, alors que Léo dormait, Thomas murmura « Il faudrait réparer le toit avant les pluies du printemps. » Grace hocha la tête. « Et planter quelque chose qui mérite qu'on l'attende. » L'idée du jardin leur parut presque extravagante, comme si le rire pouvait s'enfouir dans la terre et ressortir vers au matin. Ils n'avaient que quelques haricots, et une poignée de pommes de terre qui étiraient vers la lumière des filaments pâles, semblables à des questions. « C'est un début, » affirma Grace. Thomas plaça les meilleurs tubercules dans un bol près de la fenêtre afin qu'ils s'aguerrissent à la lumière. Lorsque la fonte commença, discrète, en gouttes régulières qui tombaient des avant-toits, ils planifièrent la réparation, refaire la ligne de faîte, remplacer 2 planches gonflées d'humidité, recoller les jointures avec du goudron retrouvé au fond d'une boîte qui sentait encore l'été. Ils attendirent un matin clair. Le ciel s'ouvrit, lavé de pâleur. L'air sentait l'écorce humide et l'avenir humble. Thomas testa 2 fois chaque échelon de l'échelle. Léo, très sérieux, portait un vieux chapeau trop grand et une boîte en fer blanc pleine de vis, comme si c'était des reliques d'un trésor ancien. Grace tenait l'échelle, une main ferme posée sur un barreau, tandis que l'autre réchauffait le goudron dans une petite casserole. La cabane paraissait se redresser sous leurs soins, flattée d'être écoutée, réparée, aimée. Thomas s'arrêta un instant près du faîtage, respira profondément, et trouva cet équilibre intérieur qu'il pensait perdu depuis longtemps. Ils ne s'interrompirent que pour partager du pain et de l'eau chaude sucrée par un carré de chocolat que Léo gardait précieusement depuis décembre. Pour le jour de la victoire, avait-il promis. Ils mangèrent en souriant, les doigts noirs de travail, la neige déjà en recul.
Le soleil chauffait juste assez pour que les clous brillent comme de petites étoiles. Leur victoire n'était pas seulement contre l'hiver. Elle était contre le désespoir lui-même. Une cabane réparée, un feu fidèle, 3 voix qui se relèvent ensemble. Une clé, trouvée au cœur de la nuit, devenue avenir. La vie, reprisée, recommençait à tenir. Une chaleur, minuscule au départ, qui décidait de rester. Une promesse en germination. Une maison qui, longtemps avant eux, avait été bâtie pour cela. Le bois craqua doucement sous la main de Grace lorsqu'elle déclara avec une petite lueur de victoire dans les yeux, « Celui-ci est fait ». Elle partagea la planche en 3 d'un geste assuré, et Thomas vint poser les dernières sections du toit avec toute la précision d'un artisan qui comprend la valeur d'une ligne droite. Les nouvelles planches, encore claires et odorantes de sève, s'installèrent à leur place, serrées, solides, presque reconnaissantes d'être choisies pour une tâche si essentielle. L'étanchéité glissa ensuite sur le bois comme une pensée apaisée, s'allongeant avec calme, prête à affronter les intempéries. Thomas passa la paume sur l'arête du toit, savourant la satisfaction pure que seul un travail accompli peut offrir. Ses articulations protestèrent lorsqu'il redescendit de l'échelle, mais il avait le sourire humble de celui qui sait que chaque geste compte. Il se plaça aux côtés de Grace et de leur fils Léo, tous 3 les yeux levés vers l'abri qui, désormais, les garderait au sec. Cela n'a de sens qu'une fois terminé, murmura-t-il, repensant à une phrase entendue autrefois, peut-être de Roth, peut-être de quelqu'un d'autre. Une vérité simple. Une vérité gagnée. L'après-midi fut consacré au nettoyage. La neige fondue laissait derrière elle une opportunité de redonner un visage neuf à l'intérieur. Ils ouvrirent en grand la porte pour chasser le souffle rassis de l'hiver, bâtirent les couvertures jusqu'à faire danser la poussière en tourbillons de lumière, et réorganisèrent l'abri attenant. Les outils retrouvèrent une place ordonnée dans un coin, le bois s'amoncela dans un autre, et une caisse accueillit le bric-à-brac des « ça pourra servir » que Léo, tout fier, étiqueta de sa propre écriture encore hésitante. Grace dénicha sous le lit un petit tapis qu'elle secoua si vigoureusement que le paysage en devint nuageux de fils et de flocons de laine. La fin d'après-midi inonda les fenêtres d'un halo doré, une sorte de bénédiction silencieuse. Pour la première fois, la cabane paraissait moins refuge temporaire et plus semblable à un foyer. Toujours modeste, toujours fruit d'une générosité reçue, mais désormais modelée par des mains qui voulaient rester. Ce fut alors que Léo découvrit la trappe. Rouge d'excitation et les joues fouettées par l'air frais du dehors, il entra à toute vitesse, glissa sur le tapis et heurta le sol du talon. Le bruit résonna différemment, creux, intrigant. Il y a quelque chose en dessous, annonça-t-il, les yeux brillants. Thomas s'accroupit, glissa la lame d'un couteau sous une planche près de l'âtre et la souleva délicatement. Une plaque de bois sombre apparut, munie d'un anneau de fer rouillé mais étonnamment docile. Le panneau céda dans un soupir sec et un souffle froid s'en échappa, porteur de l'odeur fine du papier ancien. Le renfoncement était modeste mais soigneusement aménagé, tapissé de vieux cèdres dont le parfum survivait encore, tenace. À l'intérieur, plusieurs liasses ficelées attendaient, alignées avec une méticulosité presque tendre, comme des oiseaux dormant ennichés. Ils les déposèrent sur la table, le cœur ralenti par la gravité du moment. La ficelle s'effrita sous la pression du pouce de Thomas, révélant des enveloppes brunies au bord, un petit carnet enveloppé de tissu et une photographie si souvent tenue qu'elle en était devenue douce comme de la peau. Sur l'image se tenaient un homme et une femme, devant la cabane toute neuve. L'homme, charpentier à l'allure compacte, affichait un sourire franc sous un chapeau légèrement de travers. La femme, quant à elle, portait une tresse soigneusement enroulée comme une promesse. Au dos, quelques lettres, J et Monsieur Premier Printemps. Grace effleura les initiales du bout des doigts. JT, souffla-t-elle. Thomas hocha la tête. C'était celui qui avait laissé la note. Non pas seul, mais avec une compagne. Le carnet portait les mêmes lettres sur la couverture. À l'intérieur, des dates alignées couraient sagement le long de traits de crayon précis. Inventaire de livraison, réparation, observation météorologique notée avec humour, neige impertinente aujourd'hui. Vente autoritaire. Et entre ces comptes rendus, parfois, des phrases s'ouvraient comme des portes sur leur quotidien. Nous avons construit cet endroit pour les hivers où des inconnus auront davantage besoin du feu que nous d'une pièce supplémentaire. Une autre note disait, si nous gardons toujours un peu plus que nécessaire, alors peut-être que la gentillesse deviendra notre habitude la plus salvatrice, bien plus que l'argent. Grace porta une main à ses lèvres. Léo, stupéfait, murmura, il avait pensé à nous. Pas à nous spécifiquement, répondit Thomas avec douceur.
Mais il nous avait laissé une place. Et à d'autres aussi. Les lettres s'adressaient souvent à un destinataire unique et multiple à la fois, ami, commençait elle, comme si l'auteur poursuivait une conversation ininterrompue à travers les saisons. L'une d'elles racontait comment JT avait transporté un homme évanoui près du ravin jusqu'ici, riant que l'entrée coûtait, un simple prix, un souffle de vie. Une autre lettre évoquait une tempête de neige qui les avait bloqués 3 jours. M lisait alors à haute voix un livre de recettes, tel un texte sacré. Nous avons mangé des biscuits façonnés comme la miséricorde. Grace laissa échapper un rire qui se changea presque en sanglots tant l'émotion la saisit. La cabane sembla se pencher vers eux, comme pour écouter. Thomas ressentit ce sentiment rare, précieux, celui de se découvrir autorisé à appartenir à une histoire qui valait la peine d'être dite. Ils lurent jusqu'à ce que le feu se transforme en berceau de braise. Dans une petite enveloppe, plus fine que les autres, ils trouvèrent 2 clés identiques, ornées de la même boucle en forme de lierre, et d'un petit motif de pain inscrit dans un cercle. Une carte les accompagnait, tracée avec soin du village à la rivière, puis aux arbres. Un point marquait la cabane. Un message en marge, si un jour tu oublies le chemin, suis la fumée là où aucune empreinte ne la précède. Le vent indiquera. La crête répondra. La porte pardonnera le retard. Léo posa la clé ancienne dans sa paume, puis la sienne, et referma les 2 ensemble. 2, dit-il, comme on formule un vœu. Un passage plus long évoquait M, la femme de la photographie. Elle avait été enseignante, puis infirmière lorsque la petite clinique de la région avait fermé. M tient une liste des gens à qui nous devons et de ceux qui nous doivent, puis elle oublie de réclamer quoi que ce soit, écrivait JT, manifestement fier. Quelques pages plus loin, une phrase isolée, aussi nue qu'un toit après tempête, le bébé n'a pas survécu à l'hiver. Ils s'arrêtèrent longtemps. Le silence prit le relais, celui qui s'est entouré le chagrin sans le brusquer. Grace ferma les yeux, et Thomas vint chercher sa main sous la table. Le feu, lui, continuait l'unique acte sacré qu'il connaissait, brûler pour la joie comme pour le deuil. Lorsque le printemps surgit en sursaut et en bonté, les flaques se mirent à refléter le ciel comme de petits miroirs, et un filet d'eau vive recommença à tracer son cours le long du fossé. Les doigts encore engourdis par le froid, ils entreprirent de remettre la terre au travail, cette terre en jachère depuis trop longtemps. Ils plantèrent des pommes de terre dans une plate-bande bordée de pierres. Les haricots furent alignés comme des soldats dans une tranchée que Léo avait mesurée avec l'importance d'un explorateur. Grace installa les bulbes d'oignon dans des sillons délicats, les posant comme on emmaillote de très petits astres. Ils laissèrent un passage entre les rangs et suspendirent une clochette d'étain sous l'avant-toit. Elle tintait lorsque le vent se souvenait d'eux. Une bénédiction continue, imméritée, et pourtant donnée. Le soir, lorsque le poêle se reposait, ils lisaient encore sur le seuil. Ils apprirent que la cabane avait autrefois une seconde porte qu'un hiver furieux avait arrachée. Que M pestait quand les bourrasques disputaient la toiture. Que JT réparait les fuites à la lueur d'une lanterne et notait la taille de chaque clou au cas où la mémoire s'affaiblirait. À la fin du carnet figurait une liste, simple mais essentielle. Si nous ne sommes plus là, laissez le bois en triangle. Gardez des allumettes à 3 endroits. Écrivez une lettre avant d'avoir besoin de quelqu'un. Et surtout, faites assez confiance aux inconnus pour leur offrir l'occasion de devenir des amis. Léo recopia cette dernière phrase en articulant chaque mot, comme une prière active. Ils décidèrent de prolonger l'œuvre de JT et de M. Grace confectionna un nouveau carnet à partir de papier brun et de ficelle. Sur la première page, elle écrivit « Le livre du marcheur ». Elle y décrivit le pont sous lequel ils avaient vécu, la clé trouvée, la première nuit où le plancher avait semblé se rouvrir comme un pardon. Thomas annota les réparations du toit, l'angle exact du solin, le nombre de bardeaux changés. Léo dessina la cabane 3 fois, sous la neige, puis dans la fonte, puis en fleurs, et dans chaque version il cacha la clé, pour que les prochains sachent regarder avec attention. Ils replacèrent les carnets sous le plancher. Et bientôt, comme JT l'avait prédit, la nouvelle se mit à circuler par les sentiers plus vite que sur les routes qui feignent de ne rien voir. Un après-midi, une randonneuse frappa doucement, presque avec crainte de déranger. Elle indiqua du doigt le panneau que Léo avait peint maladroitement, pour ceux qui errent, au-dessus de la porte, il y a du thé. Elle laissa en échange une corde neuve et un petit pot de confiture étiqueté « Juillet », comme on annonce une saison à venir. Un autre jour, un garde forestier vint simplement saluer, puis examina la cheminée avec la sollicitude d'un médecin écoutant un cœur. « Gardez cet endroit comme vous l'avez trouvé. » « Ouvert, dit-il en repartant. Chaque semaine,
Thomas descendait au village pour acheter de la farine et récupérer un courrier qui ne venait jamais. Il trouvait à se rendre utile en réparant ce que d'autres n'avaient plus le temps de maintenir, une clôture récalcitrante, une fenêtre coincée, un interrupteur muet. La patience acquise dans les longues nuits d'hiver guidait ses mains. Il rentrait toujours avant la nuit, les poches pleines de vis, l'esprit rempli de petites idées qu'il ne songeait jamais à vanter. Grace troqua quelques heures de balayage dans une boutique contre un sachet de graines de carottes et une petite boîte de baume bleu. Ainsi, la valeur revint dans leur journée sous une nouvelle forme, discrète mais lumineuse. La cabane, autrefois simple refuge de fortune, devint un lieu de passage, de mémoire et de promesses. Un lieu qui unissait les saisons, les vivants d'hier et ceux de demain. Un lieu bâti par 2 mains aimantes, entretenu par 3 âmes reconnaissantes, et destiné à tous ceux qui marcheront encore, cherchant un feu qui ne juge pas. La bienveillance circule souvent en silence, comme un troc invisible où chacun donne et reçoit sans jamais dresser de compte. Grâce à ce système tacite, les noms se gravent dans la mémoire des voix voisines, et la générosité se transmet comme un héritage ordinaire. Une nuit douce, la pluie tomba avec la précision d'une aiguille patiente, dessinant des points serrés sur le toit, comme si quelqu'un reprenait l'ourlet du monde pour que rien ne se défasse. Ce soir-là, ils ouvrirent la dernière lettre du paquet laissé par JT. Elle commençait par une phrase adressée à l'inconnu qui, un jour, lirait ces mots longtemps après le départ de ses auteurs: « Si quelqu'un trouve ceci quand nous ne serons plus là, sachez que la porte est la partie la plus sincère d'une maison. Gardez-la simple. Laissez le loquet honnête. Écrivez à ceux que vous ne rencontrerez jamais. » Une ultime ligne suivait, modeste, chaleureuse comme une flamme entretenue dans l'âtre, signée simplement « Un ami. JT. » Ils restèrent assis longtemps, bercés par le martèlement régulier de la pluie et par l'effort discret de la mémoire qui range dans le cœur ce qui mérite d'être gardé. Quand ils se couchèrent, leur sommeil eut la densité sereine de ceux qui se savent enfin sur leur propre sol, autorisés à tenir debout. Le début de l'été métamorphosa le paysage. La petite maison portait le vert comme une pensée neuve. Les haricots grimpaient avec enthousiasme, les pommes de terre déployaient des feuilles épaisses et les oignons se dressaient en rançage comme une armée de silhouettes parfumées. La cloche suspendue au porche tintait même lorsque nul vent ne circulait. Du moins, c'était ainsi qu'ils le ressentaient, comme si l'air lui-même avait choisi d'encourager leur présence. Sur la table, juste à côté des lettres de JT, reposait désormais un nouveau message, écrit par les marcheurs pour les prochains voyageurs qui franchiraient ce seuil. Cette maison nous a sauvés. Si elle vous trouve, laissez-vous sauver. Il y a du bois, de la nourriture, et toujours de l'ouvrage. Prenez ce qu'il vous faut. Laissez ce que vous pouvez. Ayez confiance que cela compte. Thomas fit glisser la clé de son clou, la tourna une fois dans sa paume, puis la replaça soigneusement. Certaines portes, songea-t-il, restent ouvertes même lorsqu'elles paraissent closes. À l'automne, la forêt changea de voix. Le verre se raréfia peu à peu, distillé en miel et en rouille. L'air portait déjà un avant-goût de fumée, comme si les feux futurs écrivaient leurs promesses à l'avance. Les marcheurs apprenaient à lire le temps en signes minuscules, des haricots mis à sécher sur une ficelle, des oignons qui durcissaient sous le porche, la cloche qui parlait d'eux dès qu'un souffle se souvenait de leur nom. Léo, appliqué, tenait le registre des récoltes sur la première page d'un livre neuf, chaque trait un minuscule poteau de clôture pour tenir le désordre à distance. Grace glissait des feuilles rousses entre les pages de son carnet, capturant des instants de saison pour les jours de froid. Thomas inspectait les avant-toits, marteau léger, scellant la fin de l'été avec sérieux. La maison écoutait et se sentait prête, fière de servir encore. Les visiteurs devenaient plus discrets à mesure que les arbres perdaient leurs voix estivales. Les silhouettes arrivaient comme des chuchotements. 2 randonneurs offrirent une carte annotée de sources cachées en échange d'un souper fumant de galettes de pommes de terre. Une femme accompagna un chien fatigué jusqu'au seuil, ne demandant que le droit de réchauffer ses mains, elle repartit en laissant une paire de chaussettes épaisses et l'histoire d'un frère qui avait cru dans les cabanes comme d'autres croient au sein. Le garde forestier revint, silencieux comme d'habitude, avec 2 bottes de bardeaux soigneusement liées. Il posa une main sur la ligne du toit, l'hiver attaque toujours les angles d'abord. Préparez les bords, et le centre tiendra. Thomas hocha la tête, comprenant l'enseignement. Grace développa une habitude nouvelle, écrire des lettres qu'elle ne posterait jamais. Une à JT et à monsieur, une à la maison. Une à la montagne elle-même. Elle les lisait à voix haute tandis que Léo égrenait des haricots, un cliquetis régulier comme une pluie maîtrisée. Nous avons trouvé votre soin. Nous vous le rendons. Nous avons moins peur maintenant.
Nous avons l'ouvrage qu'il nous fallait. Léo demanda si les montagnes savaient lire. Grèce répondit que oui, dans la manière dont le vent tourne, dans la forme que prend la neige. Les montagnes lisent ce que nos mains écrivent dans le monde. La phrase ressemblait à une prière parce qu'elle l'était. Pour que l'hiver ne les surprenne jamais, Thomas répétait des gestes d'anticipation. Il vérifiait les volets, mesurait le tirage du poêle, comptait le bois en semaines, puis ajoute une semaine par humilité. Il empilait des morceaux de petits bois en triangles nets, comme des phrases courtes prêtes à être prononcées en cas d'urgence. Léo dessinait la cheminée sous tous ses angles, puis en fabriquait une maquette en bois, conviction enfantine que les modèles domptent l'avenir. Grèce repliant les couvertures en carré parfait, déjà dépliables en chaleur sans réflexion. Il ne courait pas après la certitude. Il bâtissait une familiarité avec chaque objet, afin que le corps sache répondre sans consulter la peur lorsque l'hiver parlerait d'une voix trop dure. Un après-midi où la lumière avait le goût sucré du thé chaud, un homme arriva avec un étui de guitare cabossé par les voyages. Il joua à peine, mais les quelques notes qu'il laissa dans l'air délièrent quelque chose dans la pièce, comme si les murs avaient exhalé un vieux souvenir. Avant de partir, il déposa une enveloppe scellée portant ces mots, pour un jour difficile. Ils la glissèrent sous la lampe sans l'ouvrir, respectant la consigne. Léo demanda pourquoi la garder fermée. Thomas répondit que la confiance pèse parfois davantage quand on la garde intacte. L'enveloppe demeura là tout l'hiver, une réserve de courage à l'état pur, une aide disponible sans exigence. Le premier vent fort arriva avant la première neige. Il secoua les sapins, peigna la prairie avec des doigts invisibles, et la maison se redressa, fière, honnête, prête. Thomas sentit le toit se caler comme une bête sûre d'elle. Grèce nourrissait le feu, riant lorsque la flamme grondait son contentement, assez. Assez. Léo observait la cloche, elle sonna sans bouger, un son à mi-chemin entre l'alerte et l'accueil. Cette nuit-là, la pluie recousit et déchira tour à tour. Leurs voix se firent rares. Chacun veillait la part de maison qu'il connaissait le mieux, pour Thomas le toit, pour Grèce le feu, pour Léo la porte. À l'aube, le monde sortit lavé, plus sec, plus dur. Le givre s'accrochait au balustre comme une fourrure argentée. Les bardeaux du garde forestier s'étaient révélés justes, ni trop peu. Ce détail subtil leur parut comme une bénédiction silencieuse de celui qui compte les saisons aussi attentivement que les jours. Thomas monta sur une échelle, serra 2 fixations et descendit, satisfait, en remuant les doigts comme un musicien qui aurait accordé un vieux violon. Grèce fit infuser des aiguilles de pin avec du miel, chaque gorgée chantait des échos de forêt et de lumière d'été. Léo dessinait le plan de la maison avec des flèches, l'eau va là, le vent ici, la chaleur reste. En novembre, une famille atteignit la porte au crépuscule, la neige collée à leurs manches comme des mains implorantes. Thomas reconnut immédiatement ce regard, mélange d'épuisement et de pudeur, de peur de déranger et de besoin urgent. Grèce servit des bols sans cérémonie. Léo plaça un tabouret près du feu et tendit son propre verre d'eau à un garçon de son âge, comme un objet précieux transmis. Après le repas, le père déplia une lettre froissée, « Si vous trouvez la cabane, elle est à vous pour la nuit. Laissez-la prête pour l'âme suivante. » Il disait l'avoir recopiée d'un mur des années auparavant et l'avoir portée comme un talisman. Le cercle de bienveillance se resserrait, solide et doux. Ils restèrent 2 nuits, laissant davantage qu'ils ne prirent, une charnière réparée, un gant recousu, 3 bottes de petits bois liés d'un fil rouge. Avant de partir, la mère passa le bout de son doigt sur la phrase gravée près de la porte, pour ceux qui se demandent. Elle murmura un merci discret, comme un secret rendu au silence. Grèce fit semblant de ranger une étagère pour ne pas assister trop directement à ce cérémonial intime. Lorsque la porte se ferma en chuchotant, Léo rangea le mot de la famille dans la boîte où les autres s'empilaient déjà. Il ne reste presque plus de place. Thomas sourit. Alors cela signifie que le monde apprend à s'écrire à lui-même. La neige arriva tard, mais avec une assurance magistrale. Elle tomba d'un ciel qui semblait avoir retenu son souffle pendant des mois, et soudain s'autorisait à respirer. Les congères s'amassèrent contre la remise. Le sentier vers la source se referma en une tresse glaciale. Thomas et Léo dégagèrent un chemin avec de vieilles raquettes trouvées dans le grenier, leur rire dessinant des nuages dans l'air vif. Le froid véritable imposa ses propres calculs. Combien de brassées de bois jusqu'à minuit? Combien de braises pour rouvrir l'aurore? Grèce réorganisa ses listes, huile pour la lampe, allumettes en 3 endroits, chaussettes près du poêle, une bouilloire toujours à moitié pleine de réconfort. Au cœur de la nuit la plus rigide, un étranger vacillant atteignit la cour,
accompagné d'un chien dont les côtes formaient un alphabet de privation. Thomas s'avança sur le pas avec les deux mains ouvertes, signe ancien et universel de paix. Le chien but en premier, le maître ensuite, reléguant un instant la fierté parmi les objets inutiles. Il dormit 12 heures près du feu, ne murmurant qu'un prénom que personne ne connaissait. Au matin, il répara la barrière sans rien demander, puis laissa une carte soigneusement pliée, des numéros griffonnés à bonne distance. Pour un courage plus tard, dit-il. Léo épingla la carte au mur, comme une fenêtre nouvelle sur le monde. Au fil des jours et des saisons, la maison continuait d'enseigner, toute existence digne se construit dans le partage, tout geste généreux devient une histoire que l'on confie à la pierre, au vent, au bois, à la mémoire que l'on transmet à ceux que l'on ne verra jamais. Les portes honnêtes protègent, accueillent et ne s'ouvrent jamais seules, une main humaine les accompagne toujours. Ainsi allaient Thomas, Grace et Léo, vivant parmi les vivants, tenant la promesse reçue d'inconnus devenus alliés. Ils se savaient gardiens, non propriétaires. La maison n'appartenait à personne. Elle se contentait de sauver ceux qui passaient. Et tant que les lettres continueraient de s'écrire, tant que des notes resteraient scellées pour les jours lourds, tant que la cloche se souviendrait des noms qu'elle sonne, l'espoir resterait accroché au loquet, prêt, honnête, et simple. Les frictions existaient, discrètes, humaines, presque inévitables dans un lieu où les chemins se croisent par nécessité plus que par hasard. Un soir, un voyageur brûla du bois comme si la forêt était inépuisable, comme si la cheminée, une fois repue, ne laisserait aucune trace de son ardeur. Thomas sentit alors revenir une vieille inquiétude, sourde et persistante, semblable à une douleur ancienne qui retrouve le chemin du corps. Grace, silencieusement attentive, déposa dans sa main l'enveloppe réservée aux journées difficiles. Il ne l'ouvrit pas. Il la conserva, serrée entre ses doigts, jusqu'à ce que la chaleur qui battait dans sa poitrine s'adoucisse et redevienne utile. Puis, une fois calmé, il écrivit un court message et l'accrocha au mur. Le bois est un souffle partagé. Prends ce qui te garde bienveillant. Le voyageur lut ces mots au matin. Ses joues rougirent d'une pudeur sincère et il empila 6 bûches neuves, taillées en triangles nets, comme un pardon offert sans discours. Le chalet savait faire de la place à ces réparations silencieuses. Les gestes s'y répondaient tels des remerciements murmurés, dans une atmosphère d'entraide où personne ne tenait de compte. Le dégel, ce jour-là, sonnait comme des applaudissements timides. Quelques semaines plus tard, le courrier les trouva enfin. Le garde forestier le leur apporta en personne. Les enveloppes ne portaient la signature de personne et de tout le monde à la fois, une photocopie d'un fragment de titre de propriété, un avis concernant une servitude écologique, et une carte écrite à la main par une bibliothécaire du bourg. On m'a parlé de ce que vous protégez ici. Venez me voir. On peut rendre cela reconnu, sans jamais l'emprisonner dans des clôtures. La bureaucratie avançait à la lenteur de la sève en hiver, mais la bonté en huilait les rouages. Au fil des semaines, ils apprirent un vocabulaire nouveau, gardien, droit de passage, bien commun. Thomas écoutait attentivement, parlait peu, et acceptait tout ce qui garantissait l'honnêteté de la porte et la survie du feu. La bibliothécaire, femme aux manches tachées d'encre et au sourire patient, se chargea de rédiger une promesse simple, inscrite sur une seule page. Elle titra le document comme si le nom avait toujours été là, en attente, la chaîne d'amitié. En dessous, une déclaration claire, ce lieu existe pour ceux qui en ont besoin. Gardez-le ouvert. Laissez-le prêt à accueillir. Ajoutez ce que vous pouvez. Écrivez à ceux que vous ne rencontrerez jamais. Le garde co-signa en tant que témoin. Les voisins ajoutèrent leurs initiales une à une, comme des points de suture sur un tissu qui se renforce. Une copie fut fixée juste à l'intérieur de la porte, grâce à des punaises de laiton qui accrochaient le soleil. Ce n'était pas une propriété. C'était une promesse, encadrée de bois et d'hiver. Avec ce serment vinrent des ajustements modestes qui ressemblaient plus à de la clarté qu'à des règles. Sur une étagère, une inscription, laisser, et une autre, prendre. L'espace entre les deux se mesurait en bonté partagée. On griffonna au crayon un calendrier que personne n'appliquait strictement, mais que chacun respectait avec sérieux, 3 marques simples seulement. Froid mordant. Bois sec. Conduit à vérifier. Léo dessina un symbole pour chacune, afin que même les personnes peu familières des mots se sentent incluses, un nuage doté de dents pour le froid, une pile de bûches souriantes pour le bois, un petit carré surmonté d'une flèche pour la trappe du conduit. Grace ajouta une boîte aux lettres destinées aux réponses et répliquées dès qu'un retour était possible. Chaque message commençait par « Cher ami ». Le solstice arriva sous une paix si vaste que même la cloche se reposait.
Ils célébrèrent avec des pancakes trop généreux et un pot de confiture de juillet, ouvert comme on ouvrirait une porte sur l'été. Thomas relut à haute voix la dernière page du carnet de JT. Grace plaça un rameau de sapin dans un verre près de la fenêtre. Léo déposa sur la cheminée son nouveau dessin, le chalet en 4 saisons, petite silhouette arrivant et partant, la porte toujours entr'ouverte. « Que allons-nous laisser pour le jour le plus rude de janvier » demanda-t-il. Thomas souleva l'enveloppe encore fermée et la posa sous la lampe. « Parfois, offrir signifie attendre » dit-il simplement. Janvier se présenta comme un professeur, exigeant mais juste, qui connaît vos limites et qui tient à les élargir. Une tempête les força à se retrancher 2 jours durant, puis se dissipa sans s'excuser. Ils déneigèrent tour à tour, riaient lorsque le chemin se courbait comme une question, et s'arrêtaient souvent pour écouter la grammaire rassurante du poêle. Quelques visiteurs passèrent, emmitouflés, pressés, laissant davantage de mots que de traces. Sur un bout de papier, quelqu'un écrivit « Restez vivant. Je rendrai service ailleurs ». Grace recopia cette phrase dans le grand livre parce qu'elle sonnait comme une bénédiction nouvelle. Portable, anonyme, contagieuse. La chaîne d'amitié tirait doucement au loin, reliant des vies qui ne se connaîtraient jamais, et le chalet en vibrait jusqu'à ses poutres. Vers la fin de l'hiver, la bibliothécaire refit le chemin en leur compagnie, apportant une boîte de thé et un employé du cadastre au manteau encore bien trop citadin. Ils signèrent un dernier document sur le perron, leur souffle formant de longs rubans pâles. On y trouva les mots exacts, alignés dans l'ordre qui protège. Le fonctionnaire serra la main de Thomas, puis celle de Grace, et tapota le bonnet de Léo avec une solennité attendrissante. Maintenant, tout est légal, déclara-t-il, comme si la chaleur avait jamais eu besoin d'autorisation. Toutefois, le papier rendait la protection visible. Ils en encadrèrent une copie, petite, modeste. La montagne, elle, garda l'original dans le vent et la neige. Les sommets certifiés à leur manière. Lorsque le dégel revint, douceur l'entrée apprenant à marcher, Thomas répara le patin du traîneau. Grace balaya l'hiver en dehors du seuil. Léo planta des graines de carottes dans un lit étroit, comme on trace soigneusement son nom pour la première fois. Lorsque le printemps avança, les visiteurs troquèrent les bottes contre des chaussures et le silence contre des récits partagés sur le perron, manches retroussées, tandis que la cloche tintait pleine de lumière. La promesse de la chaîne d'amitié se patina au bord, avec une élégance certaine. Le papier aussi sait vieillir. De nouveaux prénoms remplirent le registre. D'anciens reparurent en lettres venues de loin, imprégnées d'odeurs d'autres saisons. Le chalet accueillit tout cela sans distinction, abritant chaque histoire sous un toit unique. La première nuit tiède, ils sortirent les chaises dans la cour et regardèrent les fenêtres embrasées lors du soir, tandis que le crépuscule tressait les branches entre elles. Thomas prit la clé d'origine, ternie jusqu'à la couleur du souvenir, et la suspendit à nouveau à son clou. Grace posa sa main sur la porte, comme on salue un ami cher. Léo fit tinter la cloche, une fois, claire, suffisamment forte. Le lendemain à l'aube, il partirait chercher des provisions. Il reviendrait. Il revenait toujours. Toutefois, le chalet ne serait pas vide. Il ne l'était jamais vraiment. Quelque part, déjà, un voyageur apprenait par cœur le chemin. La porte saurait pardonner les arrivées tardives. Le feu parlerait le premier. Et le toit s'inclinerait avec la même certitude paisible. Un ami est ici.